Bienvenue sur le podcast Revenir à soi avec Joa, un espace de méditation et de réflexion inspirant une vie plus joyeuse et plus consciente. Merci de prendre ce temps pour toi. Bonne écoute! Allô, c'est Joa. J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Merci d'être là de retour sur le podcast Revenir à soi avec Joa. Je suis heureuse de te retrouver derrière mon micro ce matin. Une belle journée de vacances, de soleil, de gratitude en fait pour plein de choses. Et dans cet état, j'avais envie de reprendre mon micro pour venir te donner des petites nouvelles et te partager un peu de ce qui m'habite beaucoup dans mes vacances, dans mon début de congé de maternité, mais surtout dans la préparation à l'accouchement qui est imminent, puisque bébé est à terme. Je suis à 37 semaines en ce moment et je peux dire en fait qu'il y a beaucoup de mon temps que je passe d'une certaine manière dans cette préparation, autant dans mon corps que de la préparation mentale. Et ce matin, j'avais simplement envie de te partager un peu de ce cheminement, si ça peut te servir à un certain moment dans ta vie ou si tu es dans cet espace-là en ce moment aussi, parce que je sais que j'ai plusieurs personnes autour de moi qui soit sont enceintes ou que ça s'en vient, bref. Si ça résonne et si tu sens que c'est le moment opportun pour toi pour recevoir cet épisode-là, alors j'avais envie de te le partager de tout cœur. Et même si c'est pas immédiat ou de manière imminente qu'on se prépare à vivre ce chemin-là, je pense que si c'est dans ton intention à quelque part dans ta vie, de porter la vie et de sentir que ce chemin vers la préparation a donné naissance et à se transformer d'un rôle de femme vers un rôle de mère et d'un rôle de parent, je pense que ça peut déjà planter certaines graines de réflexion qui peuvent faire en sorte que ces étapes de transition importantes peuvent être vécues avec encore plus d'aisance, mais surtout de conscience. Donc, c'est ce que j'avais envie de t'offrir aujourd'hui, un espace pour revenir à toi, autant que ceci représente également un espace pour moi, pour revenir à moi et de te parler de ce qui m'habite, ce qui est là dans mon cœur, qui me fait du bien à partager. Alors, merci d'être à l'écoute. Un petit bébé qui est là avec nous aujourd'hui aussi pour cet enregistrement. Alors, prends un moment pour arriver, pour te déposer, pour revenir à toi. Déjà pour reconnecter avec ton souffle et de te déposer dans l'espace dans lequel tu es aujourd'hui, tout simplement. Laissez tous les coups du mental se relâcher, se déposer pour simplement faire place à la clarté du moment, à ce qui est prêt à émerger comme ressenti, comme émotion, tout ce qui fait référence au langage corporel et à ce que ton corps peut faire remonter comme message alors que tu recevras cet épisode aujourd'hui. Prends le temps d'inspirer. Et on expire. Relâche les épaules sans que tu te déposes. Encore une fois, en douceur. Belle inspiration. Le dos long, le corps s'étire. Et expire ensuite. Voilà. Donc aujourd'hui, préparation à l'accouchement, ce qui est vraiment imminent pour moi. Comment je vis ça en ce moment? Il y a une partie de moi il y a tellement de choses qui peuvent arriver en dualité, même en trialité, j'ai envie de dire, parce que c'est des émotions qui vont arriver, puis je pense qu'on peut avoir plusieurs états d'être ou plusieurs sentiments par rapport à cette étape, pour ma part, qui n'a jamais été vécue. Puis c'est une période de grand inconnu. Donc, il y a une part de moi qui est beaucoup dans la curiosité,
J'ai hâte d'expérimenter ça dans mon corps. J'ai hâte d'expérimenter ça dans cette vie, avec les outils qui sont à ma disposition, avec ce que j'ai acquis dans mon expérience comme et enseignante, mais aussi dans ma pratique personnelle, dans mon corps. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de vivre avec un enthousiasme incroyable. D'autre part, je dois admettre que c'est de l'inconnu, fait que des fois, c'est comme OK, je veux pouvoir être capable de lâcher prise aussi dans l'instant parce qu'il y a le plan, puis il y a la réalité. Donc, c'est d'être capable de, malgré, même si j'ai un itinéraire dans ma tête, de me dire « j'aimerais ça que ça se passe comme ça », j'ai une préférence, mais je sais aussi que la réalité, ben, va arriver comme elle va arriver. Donc, je veux pouvoir me donner aussi l'espace et l'aisance de m'adapter à ce qui va vraiment arriver sans avoir des résistances, si c'est pas exactement comme le plan. J'ai souvent l'image dans ma tête que c'est comme quand on part en voyage, puis tu as l'itinéraire, puis tu as le voyage. Donc, des fois, ben, tu planifies d'être 3 jours à quelque part, puis finalement, ben, tu restes là 5 jours parce que c'est beau, puis parce que c'est comme ça que tu le files. Ou il y a des bad luck qui peuvent arriver. Tu peux te faire voler tes valises, y perdre tes bagages, des trucs comme ça. Fait que tu te revires sur un dizaine, puis you go with the flow. Fait que c'est un peu ça aussi mon mindset par rapport à ce qui s'en vient. Puis, ben oui, il y a l'accouchement, mais il y a aussi le après. Donc, tout ce qui est le changement de cette vie, de passer de notre vie à 2, mon mari et moi, à devenir 3, au changement de routine. On dirait, moi, dans ma tête aussi, un mindset que j'ai, c'est que j'ai arrêté de travailler, ça fait 1 semaine à peu près, pour commencer mon congé de maternité. Puis mon mindset, c'est que là, je suis en vacances, je me repose beaucoup, mais que mon mindset, c'est que je commence une job de nuit. Donc, quand bébé arrive, je commence une job de nuit, puis ça va être ça mon occupation principale. Moi, je dors quand même beaucoup. Je suis une bonne dormeuse. Là, en ce moment, je fais des siestes. Des fois, j'en fais 2 par jour. Je suis très, très à l'écoute de mon niveau d'énergie. Fait que des fois, j'ai des envies de bouger davantage. Comme là, je suis allée m'entraîner quelques fois, mais d'autres fois, c'est comme non, j'ai juste envie d'être à la maison, à m'étirer. Donc, je parlerai un peu de ce que j'ai fait pour ma préparation physique aussi à l'accouchement. Mais c'est beaucoup dans l'écoute, puis tout change tellement, je peux pas dire rapidement, mais il y a quand même des évolutions. Ce que je faisais il y a 1 semaine, c'est plus tant la bonne chose pour moi, où je le sens plus comme étant ça maintenant. La 37 semaines, je commence à avoir le dos qui est quand même hyper mobile. Je sens mes lombaires puis mon bassin que dès que je soulève mes hanches, j'ai l'impression que mon dos va se décrocher du reste de ma colonne vertébrale. Donc, il y a de la lourdeur aussi, le poids du corps qui s'est alourdi depuis les derniers mois, qui fait en sorte que les mouvements, ben, ça amène beaucoup plus de douceur, de lenteur. Puis c'est correct, mais c'est aussi nouveau comme expérimentation. Et je trouve que la grossesse, en tout cas pour ma part, je me sens très chanceuse, je suis très contente en fait de la grossesse que j'ai eue. J'ai pas, tu sais, à part, c'est ça, des petits mots je pense que c'est tout à fait normal avec l'évolution du corps. Puis à part, mettons, mes nausées de premier trimestre qui m'ont chahuté dans plein de vagues de dégoût alimentaire. À part ça, j'ai eu vraiment une belle grossesse. Et là, je sens que je peux juste profiter de ces dernières semaines avec bébé bien au chaud et à me préparer à ce qui s'en vient consciemment. Parce que je pense que quand ça va se passer, j'ai envie de le vivre, j'ai envie d'être là et j'ai envie de m'en imprégner complètement. Alors, ben c'est ça, j'ai envie de parler un peu. Pour moi, il y a une préparation physique que j'ai fait, il y a une préparation mentale aussi. J'ai envie d'en parler comme ça, intuitivement, avec ce qui vient. Au niveau de la préparation physique, c'est sûr que étant habituée de bouger, d'être en mouvement, je voulais continuer à être en mouvement dans mon corps parce que, de un, ça me fait excessivement du bien. Je le sens que mon corps s'ouvre, donc je fais une pratique personnelle, des étirements, en fait, je dirais, à chaque matin au moins, ou sur mon ballon j'ai envie de dire de ballon de grossesse, mais c'est un ballon d'exercice, en fait. Je vais bouger pour ouvrir mon bassin. Je vais prendre le temps de me déposer. Puis c'est surtout, je sens que j'ai besoin d'ouverture dans les côtes, dans le haut du corps, parce que
ben, la bédaine et le corps a tendance à vouloir se recroqueviller vers l'intérieur. Je sens que d'aller chercher cette ouverture, là, j'ouvre les bras de chaque côté, de vraiment pousser le sternum vers l'avant, puis de prendre le temps de respirer. Ça vient étirer les intercostaux, ça vient créer de l'espace dans les côtes et dans les flancs, et ça m'aide de un dans ma posture, mais aussi dans ma respiration. Ma respiration d'ailleurs, que je sens qu'il me manque en ce moment ou que je me sens un peu essoufflée, mais c'est sûr qu'avec la présence de bébé qui continue à monter vers mon diaphragme, j'ai plus de l'expansion pulmonaire que j'avais quand je n'étais pas enceinte, mais de continuer à m'étirer comme ça me fait vraiment, vraiment du bien. Donc, c'est sûr que tout ce qui est mouvement pour venir soit renforcer ou venir détendre le bas du dos, relâcher les épaules, la mobilité dans mes hanches et dans mon bassin, c'est vraiment ça qui me fait du bien. Donc, à quatre pattes, envoyer les hanches de chaque côté, les étirements latéraux, mais surtout du mouvement doux. Donc, rien de brusque. Je tiens les pauses très longtemps. Je dis très longtemps, plus longtemps qu'à l'habitude, parce que d'habitude, je suis habituée, c'est un peu répétitif, mais je suis habituée à enseigner du flow ou du vinyasa qui est assez rapide comme rythme. On ne reste pas vraiment dans les pauses, c'est une respiration, un mouvement, alors que là, je me permets, puis en fait, j'ai du fun à rester plus longtemps. Je respire au moins 5 à 7 respirations par pause pour vraiment sentir mes ligaments s'étirer, puis je le sens où est-ce qu'il y a des tensions, des fois même dans les hanches ou en dessous de la bédaine, où est-ce que la bédaine est lourde. Je sens que là, j'ai besoin que les ligaments puissent s'assouplir, que je respire à travers ces endroits. Donc, d'imaginer où est-ce qu'il y a des tensions, j'inspire, puis c'est comme si j'allais porter une balle, que ma respiration vient s'ouvrir, comme cette balle vient s'ouvrir dans cet espace. Là, ça crée une tension, je vais le sentir, puis après ça, sur l'expiration, je retire la balle et mon muscle peut s'assouplir, la balle imaginaire. Donc, ça, c'est un peu ce que je fais dans ma pratique personnelle pour assouplir mon corps. Il y a aussi une préparation, je te dirais, au niveau de la préparation à la douleur, en fait, à gérer la douleur ou à l'accueillir dans mon corps. Je m'amuse, c'est ça que j'ai envie de dire. Je m'amuse à me déposer dans des espaces d'inconfort contrôlés, comme là en ce moment, peut-être, j'en avais déjà parlé, j'ai un Shakti mat qu'on appelle, c'est comme un tapis avec plein de clous que j'ai arrêté de faire. Je l'ai fait jusqu'à 30 semaines, puis mon chum ne tripait pas parce que là, c'est comme si je vais spasmer sur ce tapis-là, mais ça me détend immensément, même si c'est très inconfortable au début. Dans les premières fois, c'est comme tu te couches sur un tapis de clous, ton corps capote sa vie. Fait que j'ai le long tapis sur lequel je me couchais, puis je pouvais rester. En fait, je faisais des sessions d'à peu près 20 minutes. Fait qu'au début, c'est spécial parce que le corps est hyper tendu, et quand le corps est tendu, c'est là que ça fait mal. Puis plus que tu apprends à respirer puis à te détendre, le corps sécrète des endorphines. Finalement, c'est comme si là, tu t'attendris sur ces épines-là, jusqu'à ce que le corps soit complètement détendu. Puis ça m'est arrivé plusieurs fois même de m'endormir, même si c'était, tu te dis, c'est vraiment pas confortable au début, mais le corps finit par s'adapter. Puis c'est comme si je m'amuse à amener mon attention ailleurs et de développer cette tolérance-là à l'inconfort. Donc, pour moi, c'est comme un entraînement. Je le faisais pour mon dos. Là, j'ai arrêté de le faire parce que je me suis rendu compte qu'en étant enceinte, il y avait des risques de déclencher l'accouchement. Fait que je m'étais comme dit, c'est vraiment pas ça qu'on veut. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai l'oreiller pour mettre en dessous de mon cou. Donc ça, je le fais. Souvent, ma pratique de yoga va durer peut-être 30-40 minutes. Puis après ça, je vais terminer avec mon Shakti mat, juste l'oreiller que je vais mettre en dessous de mon cou un bon 10-15 minutes. Puis je sens que ça vient trigger, c'est des petites tensions dans mon cou. Je vais le sentir très intensément au début, puis après ça, je vais m'assouplir dedans. Puis le feeling, c'est un peu comme quand tu sors d'une journée au spa. Puis que t'es comme tellement détendu, tellement molle. Puis c'est ça, ça me fait vraiment du bien et ça me permet d'entraîner mon mental à la gestion de la douleur. Donc, il y a ça. Puis, j'ai acheté récemment, ça s'appelle un Tri-Aid. C'est un petit
device, dans le fond, un petit outil d'automassage australien que j'avais vu sur Internet, qui m'ont spoté dans leur marketing, puis c'était un bon... Ils m'ont bien spoté parce que ça m'intéressait. C'est comme un petit outil qui vient se déposer au sol sous la tête, qui a 2 points de pression sous le lobe occipital, donc l'arrière de la tête. Et c'est souvent là, quand on a des migraines, que... en fait, masser ces points-là, ça peut aider quand on a des migraines. J'en fais pas énormément. J'ai pas mal à la tête, ou j'ai pas souvent mal à la tête de toute façon, mais je sentais que j'avais des tensions là. Fait que je me dépose sur cet outil-là. Et my God, il y a de la tension, mon ami, à cet endroit-là. Et encore, même chose, j'apprends à respirer, même si c'est vraiment inconfortable. Mon chum l'avait essayé, puis il était comme « Ah, t'es vraiment comme masochiste de faire ça, ça fait vraiment mal. » Puis moi, j'étais comme « Ben non, moi, ça me fait du bien. » Même si ça travaille, je me détends, puis après ça, je me sens vraiment mieux. Fait que je pense que c'est cet apprivoisement-là de la douleur, de l'inconfort, en fait. Je pense que c'est plus ça, parce que pour quelqu'un, on pourrait dire « ça me fait mal ». Oui, c'est inconfortable, oui, il y a une sensation, mais c'est pas nécessairement de la douleur. Et en tout cas, ça m'aide. Je sais que ça risque d'être complètement une autre paire de manches quand ça sera le temps de l'accouchement, mais on dirait que ça me conforte de savoir que je suis en train de préparer mon corps à retrouver un espace de calme, même si je suis dans un espace d'inconfort. Mon corps, tu sais, quand on sait qu'on ne va pas mourir, puis que c'est un inconfort qui est constructif. Donc, voilà pour ma préparation physique. Il y a beaucoup de la préparation en ce moment qu'elle est mentale aussi. Quand je prends des marches souvent, puis que je marche super lentement, je parle à bébé, excuse, un petit reflux. on profite de ces moments-là ensemble, mais aussi je lui parle et je me ramène à plus grand. Ça, je pense que c'est quelque chose aussi que dans la préparation mentale, ça va aider à pas me laisser emporter par les vagues d'inconfort qui vont se présenter à moi. C'est de garder mon focus sur le fait que je m'en vais à la rencontre de mon fils. Je m'en vais à la rencontre de mon enfant. Et que chaque étape, si je m'accroche au fait que je suis en train de mettre mon enfant au monde, bien, c'est quand que imagine, c'est comme si tu peux voir une ligne d'arrivée au loin, même si tu rencontres des intempéries, du vent, des bourrasques, des pierres qui sont jetées sur toi, quoi que ce soit, si tu es vraiment solide sur vers où tu t'en vas, on va être capable de recevoir ça en pleine face, même si c'est dérangeant et inconfortable. Mais il faut être capable d'avoir un focus, comme un drishti solide. C'est comme en yoga, quand tu es en train de faire des postures d'équilibre, on va dire drishti au loin. Et là, tu vas déposer ton regard sur un endroit qui est stable au loin, même si dans ton corps ça bouge, ou même si il y a du mouvement autour de toi, tu fais abstraction du mouvement pour être capable de garder ton focus et c'est ça qui va faire en sorte que tu peux garder ton équilibre. Pour moi, c'est la même chose. Et dans ma préparation mentale, c'est de me ramener à des mantras qui me ramènent au loin, à l'objectif ultime qui est de donner naissance et d'être un vaisseau qui va faire en sorte que mon enfant va pouvoir s'incarner dans son corps et arriver sur Terre. C'est ça mon focus. Donc, je me dis, même si ça fait mal, même si c'est inconfortable, même si c'est de l'inconnu, le output, c'est je suis en train de mettre mon enfant au monde et c'est là-dessus que j'ai envie dans cette pensée-là que je peux me déposer. Et je pense que c'est tellement une question de concentration, de où on choisit de mettre notre attention. Si je dépose mon attention sur « Ah, j'ai mal » ou « Ah, ça fait tellement mal », c'est sûr que ça va prendre tout l'espace. Mais si je décide de déposer mon intention sur quelque chose qui est plus, j'ai envie de dire, noble ou plus grand, ben c'est ça qui va prendre tout l'espace. Et si cette pensée-là est accompagnée d'un ressenti qui m'amène de la détente et de la confiance, ben c'est ça que j'ai envie pour mon accouchement. Donc, beaucoup de ma préparation mentale, ce sont ces visualisations-là ou ces identifications de mantras ou de phrases qui me ramènent à plus grand, à plus stable et qui me ramènent dans un espace de confiance parce que je pense fondamentalement que pour être capable de donner naissance, on doit se sentir en confiance dans notre pouvoir individuel, dans notre pouvoir, se sentir en confiance dans le corps et dans ses capacités
Et à partir du moment où est-ce que j'ai confiance, je peux lâcher prise puis juste faire comme let's go. I get out of the way, je laisse mon corps faire la job. Puis moi, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de retirer toute résistance qui pourrait entraver le travail et l'arrivée de mon enfant. Je veux pas me contracter sur une contraction, je veux me détendre sur la contraction, je veux la laisser faire ce qu'elle a à faire pour qu'elle soit efficace, pour que mon col s'ouvre, pour que le passage du bébé puisse se faire. Mais pour ça, j'ai besoin de ne pas venir entraver ce passage-là. Alors, il y a beaucoup de cette préparation-là visuelle, mentale, pour me ramener dans ces espaces de confiance, pour garder un mental fort, non seulement pendant l'accouchement, mais même après, parce que je sais aussi que le postpartum immédiat ou les semaines d'après viennent avec des chutes d'hormones, des changements, des chamboulements, c'est des grandes transformations, c'est de la fatigue, c'est de l'inconnu. Je pense qu'on va toutes passer par là, puis je me raccroche à toutes ces femmes qui sont mères, qui ont des enfants de différents âges, qui ont connu ces étapes-là, puis je me dis, elles ont survécu, alors moi, je me raccroche à leur courage et à leur force. Il y a d'autres personnes qui ont passé là avant moi, alors je veux me rallier au pouvoir de ces femmes, pour comme si elles me prenaient sous leur aile, pour m'inculquer, me souffler de ce courage et de cette force. J'imagine ça en moi. Et il y a beaucoup à travers l'écriture et dans mes réflexions, parce que l'écriture, pour moi, ça fait vraiment partie de mon quotidien en ce moment. Tu sais, je me réveille le matin, c'est pas mal, je prends ma douche, je déjeune, je bouge un peu dans cet ordre-là ou mélangé, puis après ça, je m'en vais écrire. Soit que j'écris souvent intuitivement, où j'écris des lettres à mon enfant, j'écris des messages à bébé, j'écris des messages aussi au mois d'avant pour honorer ce qui a été, pour être en paix avec la transition de ce qui est en train de changer. Et ça, j'ai envie d'en parler un peu plus dans la deuxième partie de cet épisode. Beaucoup de réflexions autour de ça. Ouais, de me déposer dans l'écrit pour pouvoir vraiment plonger en moi puis voir qu'est-ce qui a besoin d'émerger. Et aussi parce que je trouve ça le fun de laisser des traces. Ça doit être peut-être aussi du fait que j'ai été adoptée puis qu'il y a tout le volet qui s'est passé, moi, avec ma mère biologique que j'ignore complètement. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Qu'est-ce qui a mené à la conception? Comment s'est passée la grossesse de ma mère? Je ne sais pas. Dans quel état elle a vécu cette grossesse? Est-ce qu'elle était nerveuse? Est-ce qu'elle savait qu'elle devrait abandonner le bébé très tôt? Est-ce qu'elle était en opposition avec sa grossesse? Donc, tout ça, pour moi, c'est de l'inconnu. Et en fait, en vrai, ça n'a plus d'importance aujourd'hui parce que où je suis maintenant, j'ai accepté qu'il y a des choses que je n'ai pas à savoir et que je regarde devant et que je peux choisir moi comment j'ai envie de me déployer dans cette vie, mais j'ai quand même pas de traces. Donc, il y a une curiosité quand même qui ne sera jamais assouvie, mais c'est correct. J'ai vraiment fait la paix avec ça. Mais ce que ça fait, c'est que dans ce processus-là de porter la vie, j'ai envie de garder des traces. J'ai un journal de grossesse que j'ai rempli semaine après semaine, un peu avec les changements corporels, mon humeur, mes cravings. Puis j'ai un cahier, j'en ai plusieurs, mais j'ai un cahier que j'ai commencé. Ça a donné que j'avais terminé mon précédent cahier et j'en ai commencé un le jour où j'ai appris que j'étais enceinte. Donc, tout ce que j'ai écrit depuis, c'est tout ce qui s'est passé en moi dans ma grossesse. Et je relis jamais ce que j'écris dans mes cahiers d'écriture automatique ou un peu comme dans mes journaux. Mais je me dis plus tard, quand j'aurai envie d'y retourner, là, ça sera le bon moment, peut-être même avec mon enfant, de lui partager ou de revenir dans ces états-là où ça laisse une empreinte de comment je me sentais mentalement. C'était quoi qui m'habitait, c'était quoi mes peurs, etc. Donc, alors c'est ça, l'écriture est très présente. Et en ce moment, ce que ça m'aide aussi, c'est de ramener consciemment qui je suis aujourd'hui. Parce que ça, je pense que c'est une transition importante dans notre identité en tant que femme, de passer de la femme, pour celle qui devient mère pour la première fois, à l'archétype de la mère. Et en fait, c'est que j'ai passé toute ma vie à avoir juste moi à m'occuper, à passer du temps avec mon chum, mon mari, puis de juste avoir notre petit duo. Et là, de passer à 3 et de se dire que c'est un être qu'on va... Pour moi, c'est ça que je disais ce matin à mon chum.
mon focus des 20 prochaines années, c'est d'élever cet enfant, c'est de l'accompagner dans le monde, c'est d'apprendre à le découvrir, c'est de le soutenir dans son exploration de lui-même, de ses défis aussi, mais d'être là pour le laisser se déployer avec liberté dans ce qu'il a envie d'être et d'expérimenter dans son incarnation. De mettre à profit un peu qu'est-ce que j'ai accumulé en termes d'outils, de connaissances pour l'aider, mais de le laisser choisir au travers de ça. Et là, beaucoup de mes réflexions sont sur quel genre de parent j'ai envie d'être, quel genre de vie on a envie de dessiner, parce que le canevas, il est libre, il est blanc, il est neuf. Et c'est à nous de choisir en tant que parents, mon chum et moi, qu'est-ce qu'on a envie, puis qu'on puisse peindre ce tableau-là avec nos couleurs. Et ça m'a inspiré plein de questions, parce que plein de réflexions que j'avais envie de te partager dans cette deuxième partie d'épisode que tu pourras explorer soit à travers justement des réflexions individuelles, ça peut être du journaling, ça peut être juste en méditation. Je vais te lancer plein de questions, donc tu pourras faire une pause dans l'épisode à tout moment si tu veux prendre le temps, parce que pour vrai, moi j'ai fait des épisodes justement de journaling. J'avais acheté un petit cahier avec des questions déjà proposées, puis je ne pouvais pas en faire plus que 3-4 par jour parce que je me plongeais profondément à l'intérieur de ces questions. Et ça demande de l'introspection. Et j'avais pas de jus pour en faire plus. Donc, ça se peut que cet épisode-là, quand on arrivera à cette deuxième partie, que tu puisses peut-être l'écouter en plus petits morceaux pour vraiment prendre le temps. Parce que moi, je les ai passées, ces questions-là. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de revenir à comment moi j'ai vécu mon enfance, c'est quoi les marques qu'ont laissé mes parents sur moi, qu'elles soient positives ou qu'elles aient été des défis pour moi, sans jugement aucun, sans condamner quoi que ce soit, simplement dans une posture d'observation pour que je puisse après ça faire « OK, maintenant, lorsque je serai moi parent à mon tour, c'est quoi qui est vraiment important alors? Qu'est-ce qui m'a marqué moi dans ma posture d'enfant par rapport à mes parents? » Et des choses que je constatais, tu sais, un exemple, c'est... Je me suis posé la question, c'est quoi le moment fort que j'ai vécu avec mon père ou ma mère quand j'étais jeune? S'il y a un moment fort qui sort naturellement ou un souvenir assez automatique qui revient, quel est-il? Et pour moi, avec mon père, quand j'étais jeune, mon père était camionneur à la SAQ et il partait assez tôt le matin. Et notre moment à nous, qui est un peu notre petit secret ou notre moment comme privilégié, c'était il se levait à comme 4 heures du matin. Puis moi, depuis ma chambre, je pouvais voir quand la lumière dans la cuisine était allumée. Puis des fois, j'entendais un peu comme du bruit dans la cuisine. Fait que moi, je me réveillais. Puis j'allais voir mon père. J'avais comme 4 ans ou 5 ans. J'étais assez jeune. Puis j'allais voir mon père, tout endormi avec mon toutou lapin. Puis j'y demandais... Il me faisait une toast au beurre de peanut avec les nounours Kraft. Fait que il me faisait ma toast. Puis des fois, je m'endormais avant qu'il me la donne. Puis il me disait « Ah, Jo, tu vas pas t'endormir, hein? » Puis j'étais comme « Non, non, non. » Puis je m'assoyais par terre dans la cuisine. Puis là, j'attendais. Puis des fois, je m'endormais. Puis là, il était obligé de manger ma toast. Puis il me ramenait dans mon lit. Mais sinon, je mangeais la toast pendant qu'il faisait son lunch puis qu'il se préparait pour aller travailler. Puis quand il partait, je pouvais aller dormir. J'allais prendre sa place dans son lit. J'allais dormir avec ma mère. Fait que ça, c'est un moment qui me vient. Il y en a d'autres, mais c'est celui-là que c'est un moment significatif pour moi. C'était notre petit secret, mon père et moi, dans la nuit, quand tout le monde est encore endormi. C'était juste ma toast au beurre de peanut. Puis pour vrai, des fois, j'avais même pas faim, là. Tout ce que je voulais, c'était vivre ce moment-là avec mon père. Ça, c'est un moment fort avec lui. Puis avec ma mère, quand j'avais écrit ce qui m'était arrivé, c'est que ma mère... J'ai l'image d'un moment donné, où c'est arrivé plusieurs fois, où est-ce que ma mère était couchée sur le côté, puis moi, j'allais juste m'accoter sur sa cuisse ou sur ses fesses. Dans le fond, j'allais m'accoter dans le creux de ses jambes. Puis elle me flattait. Puis... Ce moment-là était juste empreint tellement de douceur. Puis moi, j'aimais ça, me faire flatter. Hein,
il y en a qui n'aiment pas ça, se faire flatter. Mon chum n'aime pas ça, mais moi, j'aime ça depuis ces moments-là avec ma mère. Puis c'était pas grand-chose. C'était un soir après le souper ou le matin, ou simplement, mais c'était un moment où ma mère, je la sentais présente, je la sentais empreinte de douceur. C'est un mouvement qui était aussi révélateur d'amour maternel. Je le sentais vraiment comme ça. Puis là, j'avais ces deux images-là de mon père et de ma mère, ces moments-là. Puis la réflexion que je me faisais, c'était, c'est pas les moments, comment dire, c'est des moments simples et ordinaires qui sont porteurs d'une grande présence, qui m'ont marqué encore aujourd'hui à 31 ans, que je porte en moi comme étant la marque de ça. Pour moi, ça a été un moment fort. Et si je le décortique, c'est que c'est dans la simplicité, c'est dans la présence d'un moment partagé, dans l'amour simplement. Et ça, ces moments-là, je pense que c'est ça qui est le plus important. C'est pas les grands voyages ou les grands cadeaux ou les grandes fêtes faites en grand. C'est ces petits moments-là qui sont significatifs et c'est de ça que j'ai envie de parsemer l'enfance de mon enfant, de mes enfants plus tard, parce qu'on aimerait aussi que la famille s'agrandisse dans les prochaines années également. Mais pour notre famille, c'est comme ça. J'ai envie de parsemer ces moments de conscience, de présence et d'amour dans le geste et dans la douceur. Donc ça, c'était une question. Je t'ai partagé la réponse, mais quand j'ai ouvert la valve sur quelles sont les questions que j'aurais envie de me poser, j'en ai noté plein et c'est ça que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Donc, voilà pour ma préparation, ce que j'ai fait. C'est sûr qu'il y a aussi un volet qui est important, qui était de faire la paix avec ce qui a été, de pas refermer le chapitre parce qu'il continue à s'ouvrir, puis je veux continuer à me déployer en tant que femme différemment, mais c'était surtout j'avais envie de laisser une trace de qui je suis en ce moment, et c'est déjà en train de se transformer du fait que là, j'ai arrêté de travailler. Je ne suis plus... Je vais reprendre mon travail après, là, mais en ce moment, je sens que j'ai plus les titres, j'ai plus le titre professionnel, je suis plus enseignante, bien je suis encore. Je continue à enseigner le yoga ou à être en yoga d'une manière différente, mais si on utilise le verbe faire, bien je ne suis pas en train de travailler et je ne suis plus en train d'être enseignante de yoga. Il y a de la place pour autre chose et c'est d'être capable d'accueillir cet espace-là et de faire un avec ça et de choisir comment j'ai envie de le remplir. Voilà. Donc, c'était ça que j'avais en tête pour la première partie de cet épisode. Pour le second, alors, ce que j'avais envie de te partager, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment des réflexions sur... des plongeons en soi sur son enfance, sur ses parents, sur les modèles de parents qu'on a eus, sur des moments forts qui nous reviennent, qu'on peut utiliser nous en tant qu'on était enfant, mais qui peuvent nous révéler certaines choses sur qu'est-ce qu'on aura envie, nous, quand on va passer du côté de la parentalité, pour que ce soit fait encore plus consciemment, avec un choix, et pour vivre la transition. Donc, je vais répéter un peu pas les instructions, mais comment j'ai envie de te proposer cet exercice-là, parce que il s'agit d'un épisode de podcast, puis je n'avais pas envie de faire des pauses de 20 minutes entre les questions. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lire mes questions que j'avais notées. En fait, je vais te les partager. Et dépendamment de comment tu le feels, je t'invite à faire une pause dans l'épisode pour prendre le temps de recevoir la question, de l'intégrer. Ça se peut que ce soit à travers, comme je te dis, simplement une méditation. Tu prends le temps d'y réfléchir. Si tu es en mouvement, en auto, en train de prendre une marche, quoi que ce soit, peut-être que tu vas vouloir répondre à cette question-là intérieurement. Une autre façon que j'affectionne particulièrement, c'est à travers l'écriture. Donc, tu peux te prendre un cahier, recopier la question et ensuite te laisser écrire naturellement ce qui vient.
J'ai envie de te dire aussi que pour l'exercice, de ne pas overthinker la réponse. Donc, c'est pas de choisir, tu veux pas trouver la meilleure réponse, c'est celle qui vient la plus naturellement. Celle qui vient de ton corps, celle qui vient de ton cœur. Et après ça, ben, prends un moment pour regarder ta réponse et de l'observer d'un point de vue du futur parent que tu seras. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça vient t'indiquer comme chemin que tu aimerais prendre dans ton nouveau rôle de parentalité. Et je dis nouveau rôle, ce volet-là, même si tu es parent en ce moment, tu as déjà ta famille, tu as tes enfants, puis que tu n'as pas l'intention d'avoir d'autres enfants, cette réflexion-là, elle est bonne quand même parce qu'elle va permettre de faire ce chemin quand même intérieur, peut-être pour changer certaines pratiques familiales ou agrémenter ce que tu fais déjà ou amener plus de conscience à votre cocon familial. Bref, tout ce qui touche à la famille, que tu sois déjà passé du côté de la parentalité ou pas encore, ces réflexions-là, dans tous les sens, je pense qu'elles peuvent être bénéfiques. Alors, je te souhaite un bel exercice d'introspection. Je t'invite à reprendre le temps de te déposer, de respirer avant de commencer. Donc, prenons un moment ensemble ici, simplement. Inspire, fais le plein. Expire, relâche les épaules. Encore une fois, en douceur. Laisse l'air entrer par les narines. Jusqu'au plein, expire. Jusqu'au vide. C'est parti. Alors, pour commencer cet exercice de réflexion, la première question que j'ai pour toi est celle-ci. Comment était ta mère? Si tu reviens dans ton espace que tu étais un enfant, dans la plus grande partie de ton enfance, ou c'est quoi le souvenir de comment était ta mère dans ses qualités? Aussi peut-être dans ses défauts. Et ensuite de refaire l'exercice en mettant en perspective cette fois-ci ton père. Comment était ton père? Qu'est-ce qui devient? Quel homme était-il? Dans ce qu'il faisait, mais aussi dans sa présence. C'était quoi qui émanait de cet homme? Ou de la relation que tu avais avec lui? Tu peux faire pause maintenant pour approfondir ta réponse. Ensuite, comment était ta relation avec ta mère? Quel était le lien ou le type d'échange, de lien que vous entreteniez, que vous entretenez encore? Et ce lien peut avoir évolué au fil du temps. Donc, peut-être qu'il y a même des marqueurs temporels de dire à une certaine période, c'était ça et ça a évolué. Et ensuite, de faire la même chose avec ton père. Quelle était ta relation avec lui? Ensuite, nomme un moment fort de ton enfance. Comme je te l'ai partagé un peu plus tôt, ça peut être un moment avec ta mère, un moment avec ton père, ou si c'est un moment en famille qui te vient en tête, laisse voir ce qui émerge. Après ce moment fort de ton enfance, est-ce que tu peux laisser ton imaginaire s'ouvrir complètement et sans jugement de ce qui ressort? Ouvre la porte à 3 moments random que tu as vécu en famille. Quels sont-ils? Ça se peut que ce soit des souvenirs positifs,
chargé négativement, sans jugement. On reste dans cette posture d'observateur. Quels sont ces moments qui montent? Et une fois que tu les auras trouvés, et encore une fois, prends le temps de prendre une pause à tout moment dans cette partie. Qu'est-ce que ça te dit quand tu les regardes, ces moments-là? Qu'est-ce qu'ils t'enseignent, ces moments? Et est-ce qu'aujourd'hui encore, tu as une charge positive ou négative en lien avec ces moments? Et pourquoi? Est-ce qu'avec tes yeux d'adulte aujourd'hui, avec du recul et en restant dans cette posture où tu peux respirer, tu peux voir ou tu peux retravailler le narratif autour de ces moments pour comprendre un peu plus, sachant maintenant qui était ton père, qui était ta mère, avec leur passé, avec leur vécu. Prochaine question. Qu'est-ce qu'il t'a manqué plus jeune? Qu'est-ce qui t'a manqué de tes parents ou dans ton enfance? Ou ce que tu aurais aimé qu'il soit différent? Et de la réponse, ensuite, tu peux voir qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que tu retiens de ceci, comment tu peux adapter la parentalité dans ta famille ensuite. Que retiens-tu de ta mère et de ton père? C'est quoi leurs traits ou leurs caractéristiques que tu conserves et que tu sens qui sont présents dans ta personnalité aujourd'hui? De quoi es-tu reconnaissant pour ta famille? Qu'est-ce que tu as envie de garder en tant que parent? De ces impressions, de ces influences de ta famille, qu'est-ce que tu as envie de dire? Hey, ça, moi, c'était beau, ça a été marquant, j'ai aimé ça, j'ai envie de reproduire ça dans ma famille. Et au contraire, qu'est-ce que j'ai envie de rejeter? Que ça, pour moi, ça fonctionne pas, c'est ce que mes parents ont fait, mais que moi, c'est pas ce qui est juste. C'est pas la juste chose pour ma famille. Ça, je veux pas rentrer là-dedans. Maintenant, imagine ta famille, la tienne. Qu'est-ce que tu vois? Comment êtes-vous dans votre quotidien, dans votre vie? Et quels sont les constats que tu fais par rapport à la première partie? La première série de questions, les réponses qui sont venues. Qu'est-ce que tu constates et que tu as envie de garder pour ta famille à toi? Si le bonheur se trouve dans les moments simples, quels sont les moments que tu as envie de savourer? Tu peux nommer ici ou inscrire des petits détails, des petits moments que pour toi, ça serait significatif et que tu as envie d'y insuffler tout de ta conscience et de ta présence. Dans les petites attentions, les petits détails. Maintenant, si tu regardes ta vie d'avant, avant d'avoir des enfants, avant de te projeter dans cette vie familiale, qu'est-ce que tu as envie d'honorer de ton parcours, de ton vécu?
quoi les phases de ta vie qui t'ont amené grandement d'un point de vue humain, qui t'ont permis d'apprendre, de grandir. Tu peux même nommer ici des éléments pour lesquels tu es le plus fier, la plus fière. Et en te tournant vers le futur, tu peux te poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de réaliser maintenant? C'est quoi tes rêves et tes objectifs? Que ce soit en lien avec la famille ou d'un point de vue personnel, pour que tu puisses continuer de nourrir cette voie-là, même au cœur de ta famille. Visualise-toi le faire avec ta famille qui est présente pour te soutenir. Que même en passant de l'autre côté, en ayant justement ta famille autour de toi, ça fait encore plus de monde pour t'encourager, pour te soutenir dans tes rêves, pour te propulser encore plus loin. Prends le temps de respirer pour continuer de baigner dans cette énergie de visualisation, de canalisation, de connexion à ton intuition. Et pour la prochaine question, celle-ci, peut-être que tu vas vouloir prendre vraiment du temps pour la remplir, pour y répondre. Moi, j'avais fait aussi avec mon conjoint, puis on a eu vraiment du plaisir à identifier ce qu'on avait envie de faire. Mais c'est de dresser ta bucket list familiale, ce que tu aimerais accomplir ou ce que tu aimerais faire avec ta famille à court, moyen et long terme. Que ce soit des petits moments, des voyages, des découvertes, des activités. Qu'est-ce que tu aimerais vivre avec ta famille? Et même suggestion ici, nous ce qu'on avait fait, en fait, on l'a fait, mais on a dressé la liste. Ce qu'on voulait faire, c'est faire une grande affiche avec comme une espèce de carte de bingo vraiment plus grande pour colorier chaque case une fois qu'elles seront réalisées. Puis si à un moment donné, on a des journées où on ne sait pas trop quoi faire, mais on reprend cette affiche, puis on la regarde, puis on fait « OK, quelle est l'activité qu'on pourrait faire aujourd'hui? » pour que ça reste aligné avec vos souhaits initiaux. Puis vous pouvez laisser des cases vides aussi que vous pourrez remplir en cours de route. Inspire ici, expire. Et ensuite, tu peux te questionner sur les valeurs sur lesquelles tu as envie que repose ta famille. Les valeurs importantes que tu as envie de partager à tes enfants. Les valeurs, c'est aussi tout ce qui permet d'asseoir comment on a envie d'être ensemble, plutôt que de faire. Ça peut être, on a envie d'être plus dans la présence, des valeurs justement de partage, de connexion. Et ça implique aussi de laisser aller les distractions, peut-être la technologie à l'extérieur de ça. Donc, d'identifier quelles sont les valeurs importantes pour toi. Et si on revient en arrière, la prochaine question, c'est de se questionner à savoir qu'est-ce que tes parents disaient toujours quand tu étais jeune. Les phrases qui reviennent, que tu peux vraiment imaginer ton père ou ta mère dire. Il y a toujours de ces petites phrases-là qui reviennent, que des fois ça nous trigger aussi. Que ce soit positif ou que c'était challengeant peut-être à recevoir. Vois intuitivement ce qui remonte. Est-ce que tu peux comprendre aussi le sens en arrière de ces phrases, de ces dictons? Et est-ce que tu te sens en accord avec les messages?
Qu'est-ce que tu as envie de garder? Qu'est-ce que tu as envie de rejeter par rapport à ce que tu as reçu ou de ces dictons qui ont été répétés et répétés? Comment tu les as intégrés toi aussi au fil du temps? Ma mère me disait souvent, et très très souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Et je peux comprendre en arrière de ça mais si tu veux que quelque chose soit bien fait, fais-le toi-même. Mais ça l'envoyait aussi le message que on ne peut pas se fier aux autres. Puis ça, je suis pas d'accord. J'ai envie de laisser la place au partage, à ce que d'autres personnes puissent le faire à leur manière, à avoir plus d'acceptation autour. Et même si je sais que ce dicton-là a quand même laissé ses marques à l'intérieur de moi, d'en prendre conscience, ça peut m'aider aussi à défaire de ces messages, de ces racines pour choisir moi comment j'ai envie de vivre et c'est quoi en fait les messages que tu as envie maintenant de partager à tes enfants ou à ta famille. C'est quoi la phrase que toi tu choisis, que tu vas probablement répéter à tes enfants pour qu'ils puissent se rappeler. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Et finalement, pour la dernière série de questions, plus par rapport à tes défis ou tes leçons apprises à travers ta vie, on va aller visiter quelles ont été les plus grandes leçons de ta vie à toi. C'est une question qui peut prendre vraiment du temps à répondre. Si tu as envie vraiment d'élaborer là-dessus, tu peux même aller à la source de voici étant la leçon, mais quel a été le défi en arrière? Qu'est-ce que tu as été en mesure de surmonter pour arriver à cet apprentissage? Et de ces leçons, qu'est-ce que tu as envie de transmettre à tes enfants? Comment est-ce que tu les as surmontés? Quels ont été tes mécanismes à toi pour faire preuve de résilience? Et au final, qu'est-ce que ça t'a apporté en tant qu'humain dans ton parcours? Qu'est-ce que ça t'a permis d'apprendre? Et en ayant répondu à ces questions, prends un moment aussi pour accepter le fait que tes enfants, ta famille, va vivre elle aussi ses propres défis. Même si on aura envie de protéger nos enfants, de les garder à l'abri des souffrances ou des défis ou des grands questionnements, de se rappeler que nous-mêmes, on a passé par là, on a passé à travers des défis qui nous ont permis d'apprendre, d'enrichir notre parcours, de développer des outils pour être encore plus résilient face à tout ce qu'on ne contrôle pas, de te remettre dans cette posture d'accepter que tes enfants à toi aussi vont vivre leurs propres défis et qu'on ne pourra pas les protéger de tout, mais qu'on pourra les soutenir à notre manière. Tu peux prendre le temps ici si tu as envie, puisque les séries de questions sont maintenant terminées. S'il y a autre chose qui te vient dans ton cœur, dans ton esprit, que tu as envie d'écrire, ou d'autres questions que tu as envie de répondre, prends le temps maintenant. Une fois que l'espace est établi, et de se rappeler que simplement par ta présence, par la conscience que tu pourras insuffler au moment que tu vivras auprès de ta famille, auprès de tes proches, de l'écoute et de la considération que tu pourras leur offrir, de ces espaces sans jugement,
Je pense tellement que ce sont des éléments tellement précieux qui ont une portée immense et qui peuvent avoir un impact immense dans la vie de ceux que tu accompagneras. Et de prendre le temps de revenir à toi ainsi, pour te rappeler qu'on n'a pas besoin d'être parfait, on a juste simplement besoin d'être soi, dans toute notre humanité, dans notre complexité, dans nos émotions, dans notre vérité. Et que cela, c'est suffisant, amplement suffisant. Merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci pour ta contribution aux générations futures, de par tout ce que tu pourras apporter aux jeunes, aux enfants, à tes proches. Tout ça, c'est tellement important. Si tu sens que cet épisode pourrait résonner avec des personnes de ton entourage qui sont soit déjà dans les eaux de la famille ou qui s'apprêtent à faire le plongeon du côté de la famille ou qui s'y préparent, n'hésite pas à partager cet épisode, leur envoyer. N'hésite pas à m'écrire aussi si tu as envie de partager les échos, les réflexions qui ont sorti de cet épisode. Ce sera avec plaisir. De mon côté, je reprendrai mon micro peut-être de manière plus espacée dans les prochaines semaines puisque je m'apprête à donner naissance imminemment. Alors, je t'envoie beaucoup d'amour. Je t'invite peut-être à revisiter des anciens épisodes si tu n'as pas écouté peut-être la série sur les yamas, les niyamas, les chakras, peu importe. Il y a tellement de petites pépites de présence et de conscience qu'on peut revenir et revenir encore. Et je te dis à très bientôt. Namasté.